amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, nous sommes dans une période particulièrement difficile, qui n'est pas terminée, qui est loin malheureusement d'être terminée, et je voudrais amener un petit peu de baume, au cœur, vous aider à passer ce cap qui est difficile pour tout le monde, et à ce titre, j'invite aujourd'hui via les réseaux, les communications Zoom, le docteur Pascal Gély-Simbert, à qui je dis avant tout, avant même de la présenter, bonjour Pascal. Bonjour Monique. Alors Pascal, je suis très heureuse de vous donner la parole aujourd'hui car nous allons parler de phytothérapie, des plantes et d'aromathérapie. Alors, pourquoi ces trois dossiers? Je dois dire que vous avez beaucoup publié, je pense que vous publierez encore beaucoup, mais vous avez surtout le grand mérite de démarrer dans un très proche avenir, à la faculté de médecine de Nice, un diplôme universitaire de phytothérapie et d'aromathérapie que vous désirez indissociable et j'acquiesce à 1000%. Et à ce titre, Pascal, qu'est-ce que la phyto? Qu'est-ce que l'aroma? Alors, en fait, l'aromathérapie est une discipline de la phytothérapie. La phytothérapie, en fait, c'est le soin par les plantes, voilà, ou par des extraits de plantes. Et l'aromathérapie, ce sont des extraits de plantes, mais des extraits de plantes un petit peu particulières parce que ce sont des plantes aromatiques. Et les plantes aromatiques ont la spécificité de synthétiser une essence. D'ailleurs, quand on froisse les feuilles, on sent tout de suite, c'est l'essence que la plante synthétique et qu'elle dégage. Et on récupère donc cette essence par distillation, par entraînement à la vapeur d'eau, et on obtient une huile essentielle et un hydrolat. Voilà. Mais voilà, toutes ces disciplines, en fait, la matière première est la plante. Et ça, c'est très important de le signaler. La plante qui est avant tout un être vivant. Alors Pascal, je crois qu'on recense plus de 400 000 espèces de plantes par le monde et on en découvre chaque année 2000. Oui, la nature nous étonnera toujours. Hein. Pourtant, moi, je travaille avec des plantes moi, depuis plus de 30 ans et je suis toujours étonnée. Elles me bouleversent en permanence parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre vis-à-vis d'elles. Et c'est vrai que bon, on a encore, fort heureusement, des endroits sur Terre qui sont préservés. Et dans ces endroits, certains scientifiques découvrent encore des plantes voilà, qui apparaissent là et qu'on n'a jamais encore rencontrées. Donc, en premier paramètre, ce qui va nous guider, ça va être avant tout l'odorat. Ah oui, c'est vrai que, alors, pas toutes les plantes, et puis des fois, des plantes qui ne sentent pas très bon aussi. Tout à fait. Oui, c'est vrai que la première approche avec la plante est souvent visuelle, hein, d'abord parce qu'une plante attire notre regard, c'est souvent sa beauté, parce que plus on s'approche, plus on voit qu'elle est extrêmement belle. Moi, je donne souvent comme exemple la bourrache. La bourrache, quand on la voit de loin, c'est une plante, comme elle est très pubescente, elle est un peu grisâtre et pas très jolie, mais dès qu'on s'approche, sa fleur est d'un bleu magnifique et la forme de la fleur est très belle. Donc c'est vrai déjà, voilà, on est la vue et on est attiré par la plante et après quand on s'approche, on sent, hein, on la sent et notamment toutes les plantes aromatiques là, voilà, éveillent nos sens très rapidement. À vous entendre, vous êtes la parfaite image de l'influence des odeurs sur nos émotions. Ah oui, la nature donne forcément des émotions, de grandes émotions qu'il faut justement accepter et même inviter parce que on s'enrichit grâce à toutes ces plantes qui nous entourent. Alors, Pascal Gély-Simbert, aussi loin que l'on remonte dans l'histoire humaine, et pas forcément médicale, on a toujours utilisé ce que l'on appelle maintenant des huiles essentielles, mais les plantes d'une manière générale, lors de cérémonies religieuses, mais aussi pour assainir l'atmosphère insalubre. C'est pas si loin, le
Moyen-Âge, c'est quelques siècles, mais tous les châteaux avaient des plantes que l'on dispatchait comme ça sur le sol pour assainir cette atmosphère. Tout à fait. Les plantes ont accompagné l'homme depuis des millénaires. On a trouvé des plantes qui servaient en thérapeutique dans des grottes préhistoriques. Donc, ça, vraiment, cette envie de soigner avec les plantes a débuté très, très tôt. On s'en servait pour se nourrir, pour construire des habitats. Et effectivement, très vite, on a brûlé des plantes pour assainir des atmosphères qu'on disait putrides à l'époque, c'est-à-dire qui sentaient mauvais, mais qui aussi pouvaient être porteuses de microbes. Donc, dans des lieux clos, notamment, on le voit, dans des sites religieux, on avait coutume d'assainir ces lieux avec des plantes. Et on retrouve, ça s'est perpétré, et on retrouve dans de nombreuses religions l'utilisation des plantes à différents buts, mais toujours dans cet esprit sacré. Tout à fait. Déjà, l'Ancien Testament en parle dès le premier de ces 5 livres, aussi bien pour les cérémonies, donc la principale étant de sentir la plante, car on bénit un parfum de plante, mais également pour soigner. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Et alors donc, tout ce monde de la plante, des extraits qui nous amènent à la phytothérapie, donc à l'époque ancienne déjà, mais maintenant, dans le monde moderne, on aborde ce que j'appelle une approche de médecine holistique, puisqu'en fait, aussi bien le physique et le mental sont indissociables. Et l'intérêt de votre phytothérapie, je dis votre phytothérapie parce que vous en parlez avec beaucoup de passion, aromathérapie, bonjour. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les médecines traditionnelles, et avec la phytothérapie et l'aromathérapie, on est dans le traditionnel, toutes les médecines traditionnelles ont une vision dite holistique. Maintenant, on dit plus communément intégrative. Mais jamais elles n'ont dissocié le corps et l'esprit. Et là, justement, de ce retour un petit peu à la nature, au naturel, nous permet à la fois de recréer ce lien avec la nature, qui est, je pense, très important, notamment de nos jours, mais aussi de reconnecter notre corps et notre esprit. On le voit, on appelle ça en phytothérapie le terrain. On voit qu'on ne peut pas soigner une pathologie en profondeur et dans le temps si on ne s'intéresse pas au terrain, qui est donc justement le système nerveux, entre autres. Alors, Pascal Gély-Simbert, je crois que la première approche pour l'humain, c'est quand même la diffusion. Puisqu'on est attiré. Et je crois la diffusion, voilà, c'est un livre. Tout à fait. La diffusion des huiles essentielles, c'est la manière la plus simple de les utiliser. On met quelques gouttes dans un diffuseur. Alors, par contre, il faut savoir qu'il y a différents diffuseurs, que tous n'ont pas les mêmes caractéristiques et les mêmes propriétés, mêmes avantages. Mais certains diffuseurs, comme ce qu'on dit les diffuseurs à nébulisation, diffusent de l'huile essentielle pure et donc vont permettre justement d'assainir des atmosphères. Donc on retourne finalement aux temps anciens où on brûlait les plantes pour déjà assainir ces atmosphères putrides. Donc là, nous, en temps d'épidémie, que ce soit de l'épidémie de grippe ou autre, c'est vrai que c'est intéressant de diffuser des huiles essentielles. Mais alors, quand vous dites par nébulisation, le mode d'emploi se fait, l'huile essentielle est diluée ou pas? Non, alors par nébulisation, justement, elle est mise pure dans un nébulisateur ou un diffuseur à effet Venturi, on appelle ça, et donc elle est diffusée seule. C'est pour ça qu'elle permet d'assainir l'atmosphère, parce que toutes les gouttelettes vont permettre cette activité, mais aussi, comme on va quand même la respirer, elle va permettre aussi la désinfection des voies respiratoires. Donc, c'est vraiment intéressant en période d'épidémie, l'hiver ou autre. Et
Et actuellement, en période de pandémie, car on n'est plus dans une épidémie, on est malheureusement dans une pandémie. Oui, alors c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup hein, de ça, de la diffusion. Et pourtant, je pense que ce serait peut-être un moyen intéressant de pallier à des contaminations D'où le parfois. sujet de notre émission d'aujourd'hui. Alors, nous allons attaquer carrément les propriétés thérapeutiques obtenues par les huiles essentielles. Alors, Pascal, est-ce que vous préférez commencer avant tout par les propriétés anti-infectieuses? Les propriétés anti-infectieuses, c'est celles qui ont été les plus étudiées, on pourrait dire. Donc, c'est vrai qu'on est très à l'aise avec ces propriétés-là parce qu'on a pris en fait des tests qu'on réalise sur les antibiotiques, notamment hein, les antibiogrammes, et on l'a adapté aux huiles essentielles, ce qu'on appelle des aromatogrammes. Donc là, avec l'activité, par exemple, antibactérienne des huiles essentielles, on est très à l'aise parce qu'on a des tests scientifiques qui permettent de la prouver. Et c'est vrai hein, que là, on a un panel extraordinaire des huiles essentielles qui sont extrêmement puissantes. Hein, des études ont été réalisées en associant, par exemple, des huiles essentielles avec certains antibiotiques. On remarquait qu'on pouvait augmenter l'activité des antibiotiques. Vous savez que de nos jours, on est face à un véritable problème qui est l'antibiorésistance. Certaines bactéries deviennent résistantes à certains antibiotiques. C'est vraiment un problème qu'il faut régler hein, dans un proche avenir. Et on peut imaginer que les huiles essentielles ont à ce moment-là un véritable rôle à jouer en tant qu'agent anti-infectieux. Et en plus, ces huiles essentielles, ça c'est toute la magie de la nature, c'est qu'elles vont être antibactériennes, antivirales, antimycosiques et antiparasitaires. Et voilà, celles qui sont très fortes vont avoir ce panel d'activités, donc on va pouvoir les prendre en toute quiétude, en connaissant les effets secondaires, hein, parce qu'elles sont puissantes, donc certaines ont des effets secondaires, mais on va avoir de réels résultats et des améliorations très importantes et rapidement. Est-ce que vous auriez une huile essentielle à privilégier dans ce cas? Moi, j'aime beaucoup l'huile essentielle de thym à thymol. Le thymol est un phénol, un anti-infectieux très très puissant et qui donne des résultats extraordinaires. Alors, c'est vrai qu'on trouve sur le marché des capsules, notamment aussi d'huile essentielle d'origan, elle qui contient du carbacrol, qui est aussi un phénol très puissant et qui sont très faciles à prendre. Et bon, on peut se passer, hein, dans la majorité des cas, d'antibiotiques grâce à ces huiles essentielles. Alors, Pascal Gély-Sundberg, si on parlait des propriétés immunologiques des huiles essentielles. Alors, c'est vrai que ces huiles essentielles qui sont antibactériennes et antivirales sont aussi immunostimulantes. C'est-à-dire que donc elles vont tuer les bactéries ou les virus, mais aussi elles vont booster notre système immunitaire afin qu'il réagisse à bon escient et rapidement pour tuer l'intrus qui est rentré dans notre corps. Et donc ça, voilà, c'est ça, les plantes, il faut bien comprendre que c'est toute la subtilité de la plante, c'est-à-dire qu'on n'a pas qu'une activité. En général, avec une molécule médicamenteuse, une molécule de synthèse, on a, voilà, par exemple le paracétamol, on a une activité. Là, avec une plante ou une huile essentielle, on va avoir un panel d'activités qui en général sont complémentaires et qui vont permettre vraiment de se soigner, parfois rapidement, parfois un peu moins, mais vraiment de se soigner efficacement. Et vous en privilégiez une dans ce registre en immuno? Les immunostimulants, ça va être aussi des phénols, ça va être par exemple l'aldéhyde aromatique que contient la cannelle, l'écorce de cannelle. Voilà, ça va être toutes ces huiles essentielles qui sont quand même des grandes anti-infectieuses. Les alcools, hein, tous les alcools terpéniques, comme le linalol, le géraniol, tout ça, toutes ces molécules vont permettre vraiment de booster, de stimuler notre système immunitaire. Alors, Pascal, oui. D'ailleurs, on va pouvoir les prendre en préventif. Ça aussi, c'est un aspect important de la phyto de l'aromathérapie, c'est la prévention.
C'est-à-dire qu'à des doses moindres, hein, vraiment beaucoup plus petites qu'en curatif, on va pouvoir les prendre sur le long terme pendant les périodes hivernales ou autres. Alors justement, actuellement, en période de préventive de pandémie et avec la Covid-19, on sait, il y a des remontées d'informations que pas mal d'entre nous, les humains, font des crises d'asthme, non pas à cause du masque, mais c'est tout un complexe. Le stress, le manque de respiration, je dirais, ouverte. Qu'est-ce que vous privilégiez dans les antihistaminiques? Alors là, ça va être tout ce qui est anti-allergique, il va falloir vraiment se préparer dès la fin de l'hiver, le début du printemps. Hein, prendre par exemple du desmodium sur une longue période qui va en plus là aussi soutenir notre foie et qui est un anti-allergique. Et après, on a des huiles essentielles hein, qui ont cette activité-là. On va avoir, par exemple, je pense à la matricaire, je pense à l'estragon, voilà, certaines huiles essentielles qu'on pourra prendre avec modération dès qu'on a une crise, en ayant voilà, préparé le terrain en amont. Mais alors, en ingérant buccalement, en gélule, quel mode Oui, de... ou alors aussi au niveau du nez. Bon, alors des fois, il faut se méfier parce qu'il y a certaines huiles essentielles qui peuvent être irritantes, donc toujours les diluer, mais en inhalation, hein, on peut les utiliser comme ça. Et là, mais bon, il faut vraiment être suivi médicalement hein, en cas d'asthme. Oui, c'est pas anodin. C'est pas anodin, voilà. Là, on n'est pas dans une affection anodine, donc on va être suivi médicalement, mais on obtient de très bons résultats sur les allergies. Et Pascal, quand vous dites diluer, toujours dans une huile de massage. Voilà, dans une huile végétale, voilà, toujours. Dans la plupart des cas, il vaut mieux la diluer. On les utilise pures de temps en temps, mais elles sont très très souvent diluées. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les propriétés bronchopulmonaires et antitussives des huiles essentielles? Ah, ça, il y a des merveilleuses. Il y en a vraiment Pas vous arrêter. Et alors ça, je pense que ça, c'est un domaine, parce que depuis quelques années, il y a beaucoup de médicaments qui sont retirés du marché dans ce domaine-là parce qu'ils ont des effets secondaires très importants. Et là aussi, hein, l'aromathérapie, les huiles essentielles ont toute leur place. Et les plantes aussi. Hein, les plantes, il y a de merveilleuses plantes pectorales. Hein, tout le monde connaît le coquelicot. Et la mauve aussi, très adoucissante. Et en huile essentielle, comme notamment en inhalation ou en massage du thorax, il y a toutes les huiles essentielles qui contiennent des oxydes terpéniques. On va penser à l'eucalyptus globulus, l'eucalyptus radié, le ravinsara, la myrte. Voilà, vraiment. Et chaque huile essentielle, en plus, va être adaptée à une population. On va pouvoir même l'utiliser chez les jeunes enfants, et ça, c'est pas négligeable hein, quand on voit des jeunes enfants qui toussent, qui crachent. Moi, des fois, ça me terrifie, ça me fait mal au cœur pour eux. Et les huiles essentielles voilà, permettent, déjà, il y en a certaines qui sont très douces, hein, adaptées à l'enfant, comme je le répète, et on va utiliser la voix, une voix spéciale, hein, souvent la plante vide des pieds chez le jeune enfant, qu'on va masser. Et on a ce lien qui se crée, moi je trouve aussi qui est très beau hein, là, entre le parent et l'enfant. Hein, on prend ce moment avec lui et puis toutes les odeurs, le massage, ce soin-là va lui permettre de guérir efficacement et rapidement. Est-ce que ça irait jusqu'à faire expectorer l'enfant? Oui, il y a des huiles essentielles expectorantes. En fait, alors moi, c'est vrai que dans ce panel, j'en aime une qui est un petit peu à part, qui est l'huile essentielle de lavande aspic, et elle qui regroupe un peu toutes ses propriétés parce qu'elle est mucolytique, donc elle va permettre justement au mucus de se fluidifier, elle est expectorante et elle est antiseptique, donc, mais vraiment en douceur. Et donc, voilà, je trouve que pour les jeunes enfants, elle est idéale. Alors Pascal, les propriétés digestives, je crois que là aussi, vous avez pas mal de choses à nous annoncer.
Oui, surtout de nos jours où on se nourrit très très mal. Oui, il y a beaucoup d'huiles essentielles hein, qu'on dit digestives, des plantes aussi hein, qu'on dit digestives. Voilà, prendre une petite tisane à la fin du repas pour mieux digérer et aller se coucher tout en douceur, c'est fort agréable. Et là aussi, voilà, là aussi, il y a des plantes et des huiles essentielles qui vont avoir une synergie d'activités qui vont permettre de bien digérer, qui vont empêcher d'avoir des gaz, donc des ballonnements, qui vont être antispasmodiques, donc qui vont atténuer ces douleurs hein, qu'on éprouve de la part des contractions involontaires des muscles du système digestif. Et donc, voilà, on va être mieux. Donc, tout en disant hein, qu'il vaut aussi mieux se nourrir. Hein. Il ne faut pas compter que sur les plantes et les huiles essentielles, il faut mieux se nourrir. Mais voilà, dans certains cas, hein, notamment je pense au repas de fête, ben derrière, prendre une plante ou une huile essentielle digestive, ça sera un véritable bonheur. Et d'ailleurs, là aussi, on est dans la tradition, hein, parce que toutes les aromates, les aromates et les épices qu'on prend sont digestives. Hein, donc, les anciens avaient déjà cette notion-là, sans savoir ce qu'elles contenaient. Laquelle des huiles essentielles vous privilégiez ou des plantes? Là, le thym est très digestif, hein, très très agréable. Les plantes amères, on pense à la gentiane, à la racine de gentiane hein, aussi, qui permet de bien le digérer. En huile essentielle, on va pouvoir prendre… Alors moi, c'est vrai que j'aime bien ces fameuses huiles essentielles antispasmodiques hein, qui évitent ces crampes qu'on peut éprouver, qui font vraiment mal. Et dans cet état d'esprit, je penserais à l'estragon, au basilic exotique. Je penserai aussi aux petits grains bigaradier. Voilà, il y en a de très belles et qui agissent à la fois sur les muscles et à la fois sur le système nerveux. Alors, j'ai appris que s'ouvrent de plus en plus des bars à tisane. Ah ben ça, c'est une excellente nouvelle et je félicite ceux qui initient là. Ça, c'est formidable. Et on sert même des tisanes froides. Ah, mais ça, c'est très bien. C'est nouveau. Bien. Oui. C'est vraiment un tabac. Mm. Alors, Pascal, les propriétés cardiovasculaires des huiles essentielles. Alors là aussi, on va avoir, on sait que en phytothérapie ou en aromathérapie, le système cardiovasculaire est extrêmement important parce que c'est lui déjà qui oxygène tous les tissus de l'organisme, tous les organes et qui les alimente. Hein. Nous, quand on parle aliments, on voit notre système digestif, mais quand on est déjà rentré dans le corps, en fait, c'est le système vasculaire qui nourrit notre corps. Et donc, on va vraiment faire attention à lui. Et là, on va notamment être en préventif, ça va en plante. Moi, j'adore la feuille d'olivier. Hein, la feuille d'olivier qui est anti-cholestérolémiante, anti-glycémiante, qui est apaisante au niveau du cœur, voilà, qui vraiment a ce tropisme cardiaque et vasculaire. Et alors, donc on le ramasse. Alors, il ne faut surtout pas prendre des oliviers traités, hein, mais des oliviers notamment sauvages. Et se faire voilà, une infusion de feuilles d'olivier, c'est un régal parce qu'en plus, le goût est un peu caramélisé et c'est extraordinaire. Donc ça, ne pas hésiter à en prendre régulièrement, voilà, notamment à partir d'un certain âge. Hein, je pense à partir de 50 ans, voilà, se faire des petites tisanes d'olivier. Vous mettez combien de feuilles d'olivier dans une tisane? On prend une poignée une grosse poignée pour 1 litre d'eau. Alors, il faut vraiment bien les couper hein, parce qu'elles sont coriaces, donc il faut quand même extraire hein, les constituants, bien les couper et voilà, on se fait une petite infusion à prendre ou au cours de la journée ou le soir pendant 21 jours et très régulièrement. Ça, je trouve que c'est… Cette tisane aurait également une influence sur le neuromusculaire. Comment? Neuromusculaire. Hein. Oui, alors cette tisane, elle est vraiment voilà, au niveau du système cardiovasculaire, mais voilà, comme elle n'est que bien fait, ça sera vraiment agréable de la prendre. Après, on peut y ajouter un petit
un petit peu de matricaire, je pense, pour avoir cet effet un petit peu relaxant. Alors, Pascal, dans tout ça, en fait, nous avons fait un panégyrique, on a fait un tour un petit peu, mais on parle avant tout du terrain. Donc, je suppose qu'il faut consulter un phytothérapeute ou un aromathérapeute. Et merci à cette formation que vous allez bientôt proposer en ligne. On en reparlera en fin d'émission. Mais je crois que c'est surtout, avant tout, en première intention, l'étude du terrain de votre patient. Oui. Le terrain, alors ça, c'est une notion que Hippocrate avait déjà imaginée. Donc, ça prouve que c'est quelque chose qui est très, très important. Et en fait, de nos jours, on l'a davantage étudié et on a vraiment trouvé des liens entre le système nerveux, le système immunitaire et le système hormonal. Et c'est ça qu'on appelle le terrain, c'est-à-dire que tous sont liés et qu'on ne peut pas soigner si on ne s'intéresse pas à ces trois systèmes. Et on le voit dans la vie de tous les jours. On sait maintenant, par exemple, que le stress entraîne des désordres physiologiques importants et qui peuvent devenir graves quand le stress devient chronique. Donc vraiment, voilà, on sait que ça existe, donc il faut vraiment en tenir compte et la phytothérapie et l'aromathérapie le permettent. Pascal, les différentes voies d'administration, parce que il faut surtout prévenir l'auditeur qu'on ne prend pas des huiles essentielles de n'importe quelle manière. Oui. Alors, là aussi, je trouve ça. C'est pour ça que ces disciplines sont géniales parce que on va s'adapter. Voilà, on s'adapte à la personne. Et il y aura on peut utiliser toutes les voies d'administration ou presque avec les plantes et les huiles essentielles. Alors en huile essentielle, jamais dans les oreilles et jamais dans les yeux. Ça, voilà. Mais après, vraiment, on utilisera la peau, on utilisera la voie orale. Alors la voie orale, elle est vraiment à utiliser avec parcimonie. Moi, je la conseille uniquement pour les problèmes digestifs et pour les infections. Voilà. Sinon, c'est vrai que la voie locale, mais c'est un bonheur parce que déjà, on a le contact, le massage. On sait que maintenant, masser quelqu'un permet de booster son système immunitaire. Et en plus, on va avoir les fragrances des huiles essentielles qui vont aller directement dans notre système nerveux central et nous apaiser ou alors nous stimuler. Donc, c'est vrai que c'est une voie très intéressante. Moi, j'aime beaucoup aussi, et qui revient un peu à la mode, et j'espère aussi qu'elle sera utilisée de plus en plus, c'est l'inhalation. On parlait de nos grands-mères qui faisaient des inhalations, mais c'est formidable. Et vraiment, dans cet esprit-là, c'est l'association, moi je dis des plantes et des huiles essentielles et de différentes voies qui donnent des résultats extraordinaires. Vraiment. Sans oublier, bien sûr, la balnéothérapie. Ah oui. Alors, quand mes enfants étaient petits, c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé et leur donner un bain le soir avec des huiles essentielles, notamment anti-infectieuses, apaisantes. Il y avait la voie donc cutanée et cette fameuse l'inhalation, la voie respiratoire qui a été utilisée. Et après, ils dormaient comme des anges, apaisés. Et puis, vraiment, voilà, les huiles essentielles faisaient leurs effets et ils récupéraient extrêmement rapidement. Alors, Pascal Gélisenberg, pour ne pas terminer sur une note de tristesse, la dermatologie beauté, section beauté, utilise beaucoup les huiles essentielles. Alors, moi, c'est vrai qu'en beauté, je préfère les hydrolats. Voilà, je trouve les huiles essentielles un petit peu fortes. Et alors là, je conseillerais donc les hydrolats et les macérats huileux. Alors moi, j'ai un petit fournisseur de l'arrière-pays niçois qui me fournit des produits, mais d'une beauté incroyable et je n'utilise que ça. J'utilise leurs hydrolats. Alors en plus, on sait que dans un hydrolat, on a environ 3 à 5% d'huile essentielle. Donc on a l'odeur. Alors le matin, on peut prendre un hydrolat avec un peu plus tonique pour se réveiller, pour la peau. Et après, le soir, quelque chose de plus apaisant. Mais on a cette atmosphère florale qui nous envahit et qui est très agréable pour commencer ou pour finir la journée.
Et après, il y a si on veut aller un petit peu plus loin, on a les macérats huileux. Alors, en fait, c'est voilà, des plantes aromatiques qu'on laisse macérer dans une huile végétale. On a les macérats huileux d'hélicryse, de lavande, et qui, justement, pour la peau, parce qu'on a en même temps l'activité de l'huile végétale, hein, puisqu'on sait que les huiles végétales, donc, par exemple, l'huile végétale d'argan est très nourrissante pour la peau, est anti-rides. Et en plus, on a l'efficacité de la plante, donc que du bonheur. Donc, Pascal Gély-Simbert, je rappelle deux de vos principaux livres, donc mon grand manuel de phytothérapie qui est apparu chez Jouvence et la phytothérapie en diffusion aux éditions Désiris. Tout à fait. Alors, je pense que l'on trouve assez facilement sur Amazon ou en s'adressant directement aux deux éditeurs. Il est important de les faire connaître et je pense que ça devient un petit peu une Bible à mettre en table de chevet. Merci beaucoup. Merci Pascal Gély-Simbert et je rappelle Merci. votre DU à la faculté de médecine qui démarre à la rentrée où vous allez d'ailleurs enseigner. Tout à Et fait. votre formation en ligne. J'invite les auditeurs à aller voir un petit peu sur votre site epifit.com. Merci beaucoup et je serai heureuse de pouvoir discuter avec eux s'ils me joignent grâce à mon site. Merci Pascal. Merci beaucoup Monique. À très bientôt. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine pour Paris, Culture et Spectacle.